Hello la MIF, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière table ronde. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez ce genre de format et notamment où il y a du débat. Ça va être le cas, vous allez le voir aussi avec la vidéo d'aujourd'hui qui porte sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos où je partageais ma vie d'étudiante, ma vie d'étudiante. Parce que j'ai terminé mes études, je vous en parlais dans une vidéo juste ici. J'ai eu envie d'échanger avec des personnes qui viennent d'horizons différents. Vous allez le voir, il y a Zoé qui a pas fait d'études, il y a Cyrus qui a fait une école de commerce, et il y a Bob qui a fait une fac. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir différents points de vue et de déconstruire aussi pas mal d'idées et de mythes qu'il y a, je trouve, autour des études. Et juste avant de commencer cette table ronde, je voulais vous présenter le partenaire de cette vidéo, Wizbee. Et si vous avez entre 16 et 30 ans, ce que je vais vous présenter peut vous intéresser parce que Wizbee propose toute une galaxie de services allant de la recherche d'emploi à l'accès aux aides financières en passant par le permis de conduire. En fait, c'est assez simple. Tu as d'un côté Wizbee Boni qui permet, en remplissant un formulaire hyper simple, de savoir à quelles aides financières tu as le droit. Il y a plus de 92% des utilisateurs qui trouvent une aide à laquelle ils peuvent bénéficier. D'un autre côté, tu as Wizbee Job qui te permet d'accéder à des milliers d'offres d'emploi et aussi à des événements de recrutement. Et enfin, il y a Wizbee Drive qui nous accompagne dans toutes les étapes du permis de conduire et notamment du code de la route. Donc je vous mets les liens vers les différents services de Wizbee dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez voir lesquels sont les plus susceptibles de pouvoir vous aider. Je crois que c'est tout pour cette intro. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, vraiment, l'espace commentaires est ouvert aux échanges, aux débats. C'est aussi le principe de ces vidéos, c'est de pouvoir ouvrir le débat à toutes et à tous. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de lâcher un petit pouce pour soutenir cette chaîne. Merci la MIF et je vous souhaite une très bonne vidéo. Moi j'ai une première question pour vous. Quel a été un peu votre rapport aux études? Et j'entends études au sens large. En fait, votre scolarité jusqu'à la fin de vos études. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager ça tout d'abord? Alors moi j'ai un rapport ça a toujours été très important, plus pour ma famille que pour moi, je pense. C'est-à-dire que tu sais, genre j'ai eu des parents qui étaient vachement, je pense que c'est lié aussi à mon origine iranienne, tu vois, où genre en Iran globalement t'es soit médecin, soit avocat, soit ingénieur, tu vois, et sinon t'as raté quoi, en gros. Tu vois, genre même mon grand-père, il m'appelait ingénieur, j'avais 6 ans. Tu vois, c'est Mohandes en iranien, tu vois, il faisait Mohandes. Tu vois, c'est trop chelou, tu vois. Très vite, il y a eu une pression des notes, etc., tu vois, de vraiment réussir à l'école, quoi. Et ça, c'était en France? Je connais Ouais, pas. ouais, je suis né en France et tout. Ok. Et comment tu l'as vécu? Bah, tu vois, c'est chiant quand, par exemple, t'as un 15 en maths, t'arrives, tu montes ton 15, et on fait, genre vraiment, genre, à peine une voix, tu sais, on fait, ok, c'est quoi la moyenne? J'ai pareil. Et le premier, il est cool. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, tu fais, la moyenne, 13. Et ok. Ouais, dis-toi, quand t'as une sœur jumelle, elle est combien, Camille? Ah oui. Ouais. Et ça, je trouve que ça a créé vraiment. Et c'est le cas, tu vois, avec des frères et des sœurs ou des amis. Et j'ai l'impression que c'est vachement propre au système français, le truc un peu élitiste de. En fait, on te compare toujours par rapport aux autres. C'est limite, tu vois, si t'as 12, si c'est la meilleure note, on s'en fout, on est content, on veut juste que tu sois le premier, tu vois. Ce qui est assez malsain, je trouve, parce que. Ça crée les fossés ensuite. Ouais, et puis chacun est unique, enfin, tu vois. Il y a des systèmes où c'est pire, hein. Genre, je sais plus c'est dans quel pays, mais tu sais, ils rapportent ça sur une courbe de Gauss, je crois, où en gros, ta note, c'est en fonction des autres, vraiment. C'est-à-dire que, comme un concours, c'est-à-dire qu'un concours, si t'es premier, t'as 100 sur 100. Ouais. Et t'es dernier, t'as 1 sur 100, quoi. Même si t'as répondu à plein de questions. Ça, c'est encore pire, pour le coup. Ça, c'est encore Alors, pire. Moi, j'ai fait les concours, c'est ça. Pardon, tes études, du coup. Maths HEC, j'ai fait, tu vois, donc épreuve d'HEC pour les maths, hyper dur, ok? Hyper hardcore, vous avez des formules de maths, genre vraiment qui n'ont aucun sens et tout. Ne nous en parle pas. Ouais. J'ai dû répondre à 6 ou 7 questions en 4 heures, tu vois. Et j'ai eu 14. Donc 14, c'est une plutôt bonne note et tout pour l'épreuve. Mais ça veut dire que même avec juste 7 questions, en fait, j'ai répondu plus que la plupart des gens autour de moi, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment une notation concours, quoi. Et puis ça, je trouve ça horrible parce que ça te fait un peu sentir comme une merde. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu de te dire, bon, on va proposer moins de questions, comme ça, tu sais, un peu le côté, j'ai pu répondre à tout. Enfin, je sais pas comment t'es sorti de là, mais moi, je me serais dit, putain, j'ai répondu qu'à 6 questions, genre. Tu sais, un peu ce truc de, on veut que tu te sentes un peu comme une merde. Genre, tu ne réussiras pas à répondre à tout. 2 ans de prépa, se sentir comme une merde, c'est bon, tu l'as. Ah ouais? Tu t'es fait une carapace. Depuis la première année, de toute façon, j'imagine. Ah ouais, c'est genre, vu que tout est toujours, là, c'est le concours poussé à l'extrême, donc c'est vraiment la comparaison aux autres, tout le temps, tu vois. Genre les profs qui rendent les copies dans l'ordre. Ouais, et ça, c'est tellement humiliant. Ouais. T'es là, t'attends ton tour. Le temps ne vient pas. La sentence. Et ça, je trouve ça du coup quand même hyper paradoxal, enfin parce que tu vois, d'un côté, on nous s'est vendu comme étant une voie royale, comme étant l'accomplissement, ce à quoi on devrait en gros tous aspirer, et d'un autre côté, c'est vrai que moi, pour avoir connu pas mal de gens qui ont fait des prépas,
ce sont clairement pas les gens les plus heureux. Pour ne pas dire ce sont les gens les plus tristes. Enfin, je vais pas faire de généralité, hein. Mais du coup, je trouve ça un peu hyper paradoxal, comme si tu veux réussir, ok, mais tu ne seras pas heureux. Ouais, Parce qu'en plus, tu vois, les gens disent, ouais, mais c'est bon, c'est juste 2 ans, après c'est pour un investissement sur le long terme. Je connais des gens qui, du coup, après ont pris le métier qui va avec la réussite qu'on vend et qui ne sont toujours pas heureux, tu vois, mais ils osent pas bouger parce que tu sais, en plus, plus t'avances dans le cursus, plus tu dis, je me suis pas tapé 5 ans, enfin 2 ans de prépa plus 5 ans d'études pour après, tu sais pas, devenir artiste, tu vois, alors que c'est ce dont ils ont envie au fond d'eux. Mais parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu piégés dans j'ai de la satisfaction du côté c'est la réussite, et de l'autre côté, si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas épanouie. Mais du coup, qu'est-ce que je fais, tu vois? Il y en a qui se voient de la face. Hein. Bah, beaucoup. Beaucoup. Qui font un métier qu'ils aiment pas trop, ils sont pas heureux dans leur vie, mais ils font ça par dépit, en fait. Ou parce qu'ils ont fait des études dans ce secteur, et je sais pas si c'est votre cas, mais où en fait tu te dis, j'ai étudié ça, donc je dois faire ça, quoi. Après, parfois, ils ont pas le choix aussi, parfois, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix quelque part, mais tu vois, ils ont pas forcément une passion particulière, ils ont pas d'autres opportunités de ouf, et donc en fait, ils voient pas des choix qui sont à portée de main, et donc ils sont là, bon, pour l'instant, je reste là par confort, tu vois. Ouais, mais c'est sûr, en plus, il n'y a pas de jugement, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que moi, je me dis, est-ce que c'est pas aussi un peu de la faute du système scolaire tel qu'il existe aujourd'hui, qui nous fait plus réfléchir à qu'est-ce qui est considéré comme étant la réussite, plutôt que qu'est-ce que t'aimes faire, en fait. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais demandé vraiment à l'école. C'était jamais qu'est-ce que t'aimes faire, c'est dans quoi t'es bonne. Et parfois, c'est lié, hein, généralement, t'es plutôt bon dans ce que t'aimes, mais parfois non, en fait, tu vois. Et peut-être que si tu disais vers 15-16 ans, en fait, moi, j'aime plutôt... je sais pas, la mode, ou j'aime plutôt les travaux manuels, ou j'aime plutôt la cuisine, tu développerais des compétences et tu serais du coup bon dedans. Mais c'est sûr que jamais t'aimes la cuisine, mais que t'en fais jamais, t'as pas vraiment moyen de progresser dedans, quoi. Mais surtout quand on te demande de choisir où tu vas, genre après le bac et tout, t'as 18 ans, t'es là en mode, je sais pas, j'ai connu le truc classique au lycée et... Ouais. Je trouve que c'est tôt aussi de demander, tu veux faire quoi plus tard Ouais. T'as pas un truc en particulier. Toi, c'est hyper intéressant parce que je connais ton parcours, je te un peu, mais du coup, en plus, vu que tu avais commencé un peu à travailler avant, vu que tu étais créatrice de contenu depuis tes 13 ans, oui. Genre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à 18 ans quand tu as du coup dû faire ce choix quand même assez compliqué de est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? Ouais, moi en fait, j'avais le truc où je savais que j'aimais, je me disais dans ma tête, j'aime le marketing, communication et tout, alors qu'au final, je savais pas vraiment ce que c'était. Et de base, au début de mon année de terminale, je me suis dit, je vais faire genre un UT Tech Deco, un truc qui est là-dedans parce qu'on m'a dit, continue les études, fais un truc et... je sais pas, je me voyais pas arrêter comme ça parce qu'en soi, je connaissais personne qui l'avait fait. Je me disais, mais faut un diplôme pour avancer dans la vie. Et en fait, plus l'année avançait, plus je voyais mes potes déjà qui galéraient à trouver des trucs. Et moi, je galérais aussi. Et je me disais, mais j'ai pas envie d'apprendre des trucs, de me reposer encore devant une chaise. J'en avais marre au lycée de tout le temps. Parce qu'en fait, je voyais et à la fois les tournages, les trucs cool que je faisais avec mon métier, et à la fois moi en classe, qui était comme ça, je m'ennuyais, je me disais, bon, c'est quand la fin? Et j'avais pas envie de repartir dans je sais pas combien d'années d'études. Déjà, je voulais faire des études courtes, pour justement pas, pendant 1000 ans, être sur ma chaise à apprendre des trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas pendant 1 an mon métier d'influenceuse à 100%? Et au début, c'est mes parents en plus qui me l'ont proposé. Et ça m'a hyper étonnée, parce que... Ils sont cool, hein. Ils sont cool, hein. Et pourtant, c'est eux. Mon père est médecin, ils sont dans le médical et tout. Et du coup, ils m'ont toujours dit, comme toi, en mode, faut avoir les bonnes notes, combien il a eu le premier de la classe et tout. Et du coup, ils m'ont dit ça, j'étais genre, vous êtes sûr que c'est vous qui me proposez ça? Je me suis dit, je me lance 1 an là-dedans. Mes profs, ils ont été hyper compréhensifs aussi. Et du coup, au final, ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Et parce que je sais qu'on a un peu parlé aussi, du coup, t'as choisi de pas faire de faire des études. Et comment t'as vécu après le regard des autres? Parce que c'est parfois aussi les autres qui te font culpabiliser de ta propre décision parce que juste tu rentres pas dans le moule, tu vois. On s'en fout de ça, justement. Faut tirer son C'est épingle. facile à dire, après c'est plus difficile à faire. C'est vrai que moi, en fait, dès que j'ai commencé à travailler à 100% en tant qu'influenceuse, j'avais plein d'opportunités, j'avais plein de trucs, donc j'étais déjà lancée dans le travail, et puis j'ai pas eu le temps de m'ennuyer et de vraiment me poser en mode, qu'est-ce qu'en pensent les autres? Et il y a eu genre 2 mois au début où j'ai eu full truc à fond, j'étais partout, et à un moment ça s'est un peu calmé, quand il y avait les gilets jaunes et tout, et du coup je bougeais plus, j'étais chez moi, parce qu'il y avait plus de train. Et du coup j'étais là en mode, les autres, ils font des études, ils font des trucs. Je voyais mes potes qui rencontraient de nouvelles personnes, qui faisaient des soirées, qui faisaient des trucs. Et moi, j'étais là, je suis chez mes parents, j'ai pas changé de ville. Je rencontre pas trop de nouvelles personnes parce que je suis pas sur Paris. Donc forcément, à chaque fois, je fais des allers-retours. Tu te sentais inactive, en fait. Ouais, je me sentais grave. J'étais vraiment en mode, mais je vais reprendre les études juste pour, en fait, voir du monde et faire des soirées et rencontrer des nouvelles personnes. Et genre, vraiment, pendant au moins 6 mois, je me posais ça comme question. Je me disais, je suis mal en fait, et quand j'étais occupée dans mon truc et tout, ça allait, mais à chaque fois je me comparais aux autres et je me disais, mais j'ai pas pris, je suis
pas une étudiante normale, je passe à côté de quelque chose dans ma vie et j'aurais pas connu le parcours et ce que font les étudiants. Et en vrai, maintenant, je le pense des fois encore un peu moins parce que au final, j'ai grandi et je connais des gens aussi qui sont dans le métier et qui font des trucs comme moi. Ouais, des fois, quand je suis seule chez moi et que je suis là, bon, bah, j'ai fini tout ce que j'avais à faire et puis je vois mes potes qui sortent, soirée étudiante le jeudi soir et tout. Moi, je suis là, bon, bah, je vais faire du montage du coup. C'est un vrai truc, le fear of missing out. Hein. C'est que tu sais jamais vraiment ce que tu vas rater, donc tu dis toujours, ah, j'aurais pu. D'un autre côté, je me dis, si c'était la décision que tu voulais à l'instant T, tu vois, tu pourras jamais regretter. Ah oui, bah non, je regrette pas. Mais pour tout, j'ai tendance à me dire, ah, les autres, ils font ça et pas moi, alors qu'au final, je fais des trucs de ouf à côté, personne ne vit non plus. Donc, mais j'ai tendance à oublier les trucs de ouf que je fais pour me dire, ah, je passe à côté de ma vie étudiante quand même, c'est triste, alors que j'ai même pas envie de réapprendre des trucs et d'écouter les profs, c'est juste l'illusion que ça donne extérieurement, quoi. C'est vrai que c'est tellement, on voit toujours plus le bon côté, puis une fois que t'es dans les études, t'es là genre, je veux revenir. J'avoue, je pense qu'il y a peu de gens qui t'écoutent là et qui se doutaient que tu pouvais penser ça, tu vois. Bah ouais. Putain, elle aurait aimé vivre notre vie un petit peu parfois. Ah mais j'aimerais trop en vrai. Hein. Tu vois, j'aimerais trop connaître les trucs, enfin en vrai le lycée ça me manque trop maintenant. C'est vrai que ça me manque trop aussi. Ouais, surtout tu vois Bob, toi, ton parcours. Moi j'ai fait 5 ans de fac. Ouais. J'ai fait un master 2 en gestion, finance et entrepreneuriat, Panthéon-Sorbonne. Mais j'ai pas du tout voulu travailler dans ce que tu fais là aujourd'hui? Ouais, non, dans ce que j'étudie en fait. Je me voyais pas trop dans la finance, ni dans la gestion, etc. C'est trop conformiste, trop de cadrage, trop de règles, trop de... Voilà, avoir un dress code, avoir des managers et tout. Donc c'est quelque chose que j'aime pas rentrer dans le moule en fait. Je casse beaucoup, entre guillemets, les barrières. Et je me voyais pas en fait rentrer dans le moule et avoir vraiment un train-train quotidien, la routine. Et vu que j'aime beaucoup voyager, j'aime bien rencontrer des gens, etc. Je me voyais pas trop entrer dans ce moule-là. Du coup, j'ai préféré faire ce que j'aime, l'humour. Et puis maintenant, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça et je suis épanoui dans ce que je fais. C'est l'essentiel. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'as voulu t'orienter vers la finance, l'entrepreneuriat, enfin la gestion, tu vois? J'ai toujours kiffé le business, monter des boîtes et tout. Et après la fac, j'ai fait une éco-gestion et puis après, je me suis spécialisé vraiment dans l'entrepreneuriat. Parce que j'adore entreprendre de nouvelles choses, des projets et tout. Et bon, après, tu avais quelques options finance. Donc, j'aime bien aussi la finance. C'est un peu contradictoire parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui est économie, finance, sociologie. Mais travailler dedans dans le pur et dur, non, je m'intéresse vraiment seulement à ça de loin, si je puis dire. C'est des domaines qui me plaisent, mais de là vraiment à travailler dedans, non, je me voyais pas trop. Et du coup, tu t'es quand même dit, je vais au bout. Quand est-ce que tu as pris conscience que, ok, ça t'intéressait, mais qu'en vrai, c'était pas fait pour toi? Parce que, tu vois, on aurait pu se dire comme Zoé, tu aurais pu te rendre compte, en fait, que, ouais, c'est vrai. Tu vois, ça m'intéresse, mais en vrai, je préfère faire ce que j'aime, l'humour, tu vois. Bon, en fait, est-ce que c'était genre, la convention un peu sociale de, allez, allons au bout, mais qui s'entend aussi totalement, tu vois? Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est que j'avais pas de plan B. J'avais qu'un plan A, c'était vraiment concrétiser mes projets dans tout ce qui est humour et divertissant et tout. Et je me fixais pas d'autres objectifs parce que j'avais que ça en tête. Et si j'avais organisé un plan B, je pense que je me serais un peu trop reposé sur mes lauriers et éventuellement me dire, bon allez, je reprends, je vais travailler dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait à la fac. J'ai un diplôme, c'est pas pour rien, autant l'amortir, entre guillemets. Et j'ai dit, tu sais quoi, non, je vais faire ce que j'aime et je me laisse pas le choix en fait. Ouais. Et le fait que tu te laisses pas le choix, tu restes focus et tu fais tout pour réussir. Ouais. Et c'est ça qui est important, rester assez pugnace. Et aujourd'hui, tu te dis pas du tout... Putain, j'ai quand même fait 5 ans d'études. Non, parce que ça m'a énormément appris. Ouais. Ça m'a surtout appris la plus belle chose, c'est que j'ai appris ce que je voulais pas faire. Et ça, c'est hyper important. Et cette phrase. Et je crois. Vas-y, écris-la, on dira, c'est Bob Dylan. Ça, c'est aussi un truc dont j'ai un peu parlé sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo dessus, mais il y a grave le truc, on fantasme les études à l'étranger. Et je comprends, tu vois, c'est sûr, tu découvres une autre culture. Et dans plein de cas, ça se passe super bien. Et c'est quand même une chance énorme. Mais perso, moi, j'ai fait un semestre à l'étranger aux États-Unis. Et c'était le pire semestre de ma vie. Ah ouais? Ah, c'était le pire. Quelle ville? C'était Berkeley, en Californie. Ouais, d'accord. Et près de San Francisco. Et en fait, ça m'a aussi énormément appris ce que je voulais pas faire, alors que sur le papier, c'était tout ce que je rêvais de faire. C'était un semestre sur l'entrepreneuriat, tu vois, dans une université top, même des gens super cool. Mais en fait, et ben en fait, je pense qu'on sous-estime l'impact de la différence d'état d'esprit. Et en fait, moi, ça m'a fait un énorme choc. Tu vois, en anglais, c'est go big or go home. C'était, tu vois, là-bas, la réussite, c'était même pas tel qu'on l'entendait en France où déjà c'était genre hyper élitiste. C'était vraiment dans l'entrepreneuriat, tu dois monter une énorme boîte, tu dois lever des millions, tu dois travailler jour et nuit. Plus poussé que nous, en fait. Ah ouais, vraiment plus poussé que nous. Et en fait, je pense aussi que j'ai réalisé à ce moment-là que en fait, je me reconnaissais pas dans le schéma de l'entrepreneuse qui monte une énorme boîte, qui doit aller super vite, qui doit avoir une énorme équipe. Et je préférais grave être indépendante. Et je sais qu'on en a parlé dans le podcast qu'on a fait ensemble. En fait, j'ai réalisé que je préférais avoir vraiment une liberté et pas dépendre d'un projet. Parce que c'est vrai, quand tu montes une boîte,
enfin, t'as la corde au cou, entre guillemets, Ouais, tu vois. C'est vraiment, ça dépend de donnes à toi, tu te donnes à fond. Tu vas à ton allure, en fait, quoi, tout simplement. Bah, tu vas à ton allure, mais en tout Ah cas, oui, non. aux États-Unis, c'était vraiment en mode, Oui, non, non. faut que t'ailles plus vite que les autres. Oui, mais toi, tu voulais aller à ton allure, mais eux, ils veulent aller absolument très vite. Exactement. Oui, bien sûr. Moi, je voulais, enfin, vraiment. Tu fais Avoir la petite pas la vie, quoi. pression que t'as quand tu montes une boîte telle qu'ils considèrent aux États-Unis. Et voilà, je pense qu'il y a eu d'autres trucs, tu vois, mine de rien, le fait que t'es toute seule, que tu connais personne, que t'es un peu. Enfin voilà, j'avais un peu l'impression d'être piégée parce que c'était un programme où tu devais monter un truc à la fin. Donc, Ah oui. en fait, je l'ai vachement mal vécu. Alors, est-ce que c'est. Ouais, non, mais est-ce que c'est que parce que j'étais à l'étranger? Je pense pas. Mais en tout cas, je sais que ça n'a pas aidé. Ouais. Parce que du coup, j'étais super loin de mes repères, personne vraiment à qui en parler. Et puis en plus, tu t'en veux. Enfin, attends, t'as une chance énorme. Oui. Et donc, de Tu mal le peux vivre, visualiser j'étais là en mode, dingue. non, en fait, t'as pas le droit de mal le vivre. Enfin, tu vois, c'est un tu vas à programme qui coûte Berkeley. cher. Enfin, tu vois, genre vraiment, et c'était donc plein de trucs horribles. Et vraiment, je suis revenue en France et je me suis là, genre, je ne bouge plus. Je reste là. Et en plus, alors que tous mes potes qui étaient en Erasmus, ils vivaient leur meilleure vie. Enfin, ils sortaient tout le temps. Moi, je crois que je suis sortie une fois. Surtout que là-bas, je crois que j'avais 20 ans et c'était 21 ans l'âge égal pour boire. Donc, Ah oui. plus s'y mettre les soirées. Et eux, ils le respectent quand même vachement, tu vois. On n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser, mais voilà, il y avait du coup peu de soirées, c'est tout ce que je dis. Et je sais pas si vous avez fait des programmes à l'étranger, mais voilà, moi, j'en garde pas un super souvenir, tu vois. Enfin, à contraste, mais moi, c'est un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Ok. J'étais à Kingston, au Canada, Ok. entre Toronto et Ottawa, à une université qui s'appelle Queen's. Et en gros, j'y vais, et en fait, j'ai un pote qui était en prépa avec moi, vraiment un pote, on était comme as, et on s'est retrouvés dans des écoles de commerce différentes. Mais sauf que, hasard des choses, on se retrouve au même semestre, au même endroit. Waouh. Et vous étiez donc- pas et consulté. donc- Alors si, il m'a dit, au fait, tu vas où déjà? Je fais, ouais, je vais à Kingston en janvier, machin. Il fait, ok. Bah, moi aussi, en fait. Là, je fais, what? Ouais. Et donc, du coup, je nous ai pris 2 chambres dans une maison avec 7 autres Canadiens, et qui étaient genre, c'est la rue, on était avec les mecs les plus stylés du campus, quoi. Tu vois, à chaque fois, les gars, ils nous disaient, ouais, vous vivez où et tout? Aberdeen. Aberdeen? Waouh! Tu sais, genre, en gros, il y avait que les maisons les plus stylées dans cette rue. Fallait être coopté, quoi, tu vois. Donc, nous, on avait la chance d'être là-dedans. Donc, c'est-à-dire que des fois, tu rentrais dans la maison, il y avait un mec, sans déconner, qui était genre, sur la table basse, il s'est pissé dessus toute la nuit. Enfin, tu vois, genre, il y avait un mood. C'est stylé, Il y avait- ce genre de ouais, style. des gobelets rouges dans toute la maison. Enfin, tu vois, c'était vraiment les gros stuff, etc. La Saint-Patrick, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, ils mélangeaient tout. Enfin, c'était horrible. Mais c'était donc, si j'avais pas vu ce gars-là avec moi, je pense que ça aurait pas été la même expérience. Vraiment. Là, on était tout le temps ensemble et du coup, c'était mon mec, quoi, quasiment, en fait. Pendant, tu sais, genre, on se bouffait des petites glaces devant Homeland, tu vois, genre mignon. Ouais, franchement, c'était de la balle, quoi. Donc, non, j'avoue, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'était 6 mois, c'est ça? Je suis resté 4 mois et demi, un truc comme ça. Tu vois, leurs semestres sont un Ouais. peu plus courts. Par contre, beaucoup de taf. Donc, et c'était pas notre niveau, quoi. Tu vois, genre, on sentait que. Et en fait, les gens n'y allaient pas. Les gens de nos écoles n'y allaient pas parce que ils préféraient aller à Bali ou en Thaïlande ou alors aux États-Unis. Mais en gros, le Canada restait un truc entre les deux qui était genre, soit les gens voulaient aller au soleil, soit dans les pures universités, tu vois. Et nous, Queen's, bah, tu vois, genre, c'est quand même l'université d'Elon Musk, etc. Enfin, il y a quand même, c'était quand même une bonne université. Mais vu que c'était au Canada, il fait hyper froid, etc. Genre, on est arrivé, il faisait moins 40 degrés en ressenti. Ouais. C'est ça que tu fais. Tu sais, quand tu. Tu le respires pas. Non, tes narines, elles restent bloquées, genre. À cause du froid. Elle gèle. C'est taré, genre. Donc, Mais t'as kiffé comme quoi Ah ouais, j'ai surkiffé, j'ai surkiffé. ouais. Je regrette pas. Ah non, du tout. Et est-ce que là, ça t'a fait aussi une différence dans la conception des études au Canada? Parce que je crois qu'ils ont quand même une conception et une méthode assez Alors, différente de la nôtre. Alors, les études, oui. Déjà, les profs, etc., les modules, comment ça fonctionne, etc. Mais surtout, juste déjà les Canadiens, en fait. Enfin, Ouais. la culture canadienne ou américaine, c'est-à-dire que cette culture d'Amérique du Nord, sur l'amitié, comment se noue une amitié, Les tu liens vois. sociaux et tout. Ouais. C'est énorme. Ouais, nous on est vraiment, en fait on est un peu comme une noix de coco et eux ils sont comme une pêche. C'est-à-dire que Alors développe. Parce que là, je vois que t'as perdu des gens. noix de coco, c'est-à-dire que nous le premier contact il va être un peu difficile à briser, tu vois. Et une fois que t'es rentré et genre Ouais. une fois qu'on est potes, t'es mon pote quoi. Et t'as accès à ma vie et y a pas de souci, tu vois. Eux ils te donnent l'impression que t'es leur pote de ouf. Ouais. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'avoir trouvé ton meilleur pote en soirée. Ouais, quoi, c'est ouf. ouais. Et- Et en fait, il y a un noyau de ouf à l'intérieur L'enfer. que ça, tu peux Ah pas le ouais. percer, quoi. Ah, c'est Ouais. vrai que ça. Et ça, il faut que tu restes, je pense, faut que tu restes pote avec la personne des années avant de vraiment devenir Ouais. un vrai poteau. Mais genre, il y avait des gens, je les voyais en soirée, on se tapait des barres de ouf, je le recroise le lendemain, ils me calculent pas, les gars. Je tiens genre, C'est fort, là. ouais. Je tiens C'est genre, vrai- c'est vrai. waouh.
C'est vrai que moi, ça m'a fait vachement bizarre, ça aussi. D'un côté. À Berkeley, c'était pareil. Ouais. D'un côté, en fait, ça m'a fait hyper bizarre dans le sens positif du terme, où tes voisins sont hyper sympas. Enfin, moi, vraiment, c'était. Genre, à Paris, limite, tu connaissais pas la moitié de l'immeuble. Enfin, et ça te paraissait normal, tu vois. Alors qu'à Berkeley, mon voisin, j'étais à 15 minutes à pied de l'université, et tout le matin, il disait, je t'emmène en voiture, viens. Non, franchement, je marche et tout, mais trop sympa. Et d'un autre côté, c'est vrai que pour nouer des amitiés, moi, ça me fait super bizarre, parce que, en fait, j'avoue, j'ai un peu de mal avec le côté, j'ai envie de dire superficiel des relations, dans le sens où t'as l'impression que tout le monde t'apprécie, alors que moi, je pars du principe où t'as le droit de pas aimer les gens, enfin, tu t'es pas obligé de faire semblant de m'aimer, tu vois, mais pour eux, c'est la politesse. Donc, devant, tout le monde va être trop sympa. Derrière, bon, au final, j'en sais rien, je suis pas restée assez longtemps pour savoir, mais j'entendais déjà des gens qui critiquaient un peu, et j'étais là, mais t'as été super sympa avec elle la veille, genre, et elle était là, genre, bah oui, mais j'étais obligée, enfin, non, tu n'es pas obligée de faire semblant d'aimer les gens, tu vois. Donc, j'ai vachement mal avec l'hypocrisie. C'est comme une merde de ouf. Bah ouais. Tu dis, ah, il m'a pas aimé en fait. Et même pas. c'est ça, en fait, après, comme tu dis, pour eux, ils sont juste éduqués dans l'idée d'être sympa avec tout le monde, mais comment est-ce qu'ils nouent des vraies relations sur le long terme? J'en ai parlé d'ailleurs avec une amie américaine là, qui a vécu un peu en France, Rachel Martineau, qui a une chaîne YouTube aussi. Et en fait, elle a vécu d'ailleurs à Angers. Ah ouais? Ouais, elle était à l'université d'Angers et elle me disait, en fait, c'est juste qu'aux États-Unis, tu vis avec l'idée que tu vas changer d'amis un peu tous les ans, quoi. Enfin, que tu vois, t'as des phases, en fait. En fait, comme pour leur job ou leur appart. Des collègues. Tu vas rester très pote avec des gens pendant 3-4 ans, et puis en fait, après, la vie va t'amener ailleurs, et en fait, tu gardes pas contact. C'est juste des phases de la vie, tu vois. C'est éphémère, en fait, chez eux. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, on peut pas faire de généralité, je pense, mais horrible. c'est hyper différent de nous, tu vois. Nous, je sais que, tu vois, tu vas à l'étranger, tu prends des nouvelles, comment ça va. Moi, j'avais des cartes postales, tu vois, Et du coup, Bob, toi, t'as fait une expérience à l'étranger, je le prends, il était dans sa bonne pote, tu ne t'y attendais pas. J'ai oublié. Mais ouais, dis-moi. Moi, j'ai trop kiffé. Je suis parti au Brésil il y a 5 mois. Et vraiment, c'était. En fait, c'était pour un semestre de Master 1. Et j'ai trop kiffé parce que. Alors, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est la chance ou pas, mais le niveau là-bas était pas top. On était un peu avancé dans notre programme, nous. Du coup, j'ai fait beaucoup la fête. Ouais. C'était fête, foot tous les jours. Et. Au Brésil São Paulo. Okay. Ouais. Il nous met quand même un peu à l'amende là. Bon, quand tu disais, soit content, soleil, et soit. Pour les études, j'ai dit, c'était quoi soleil de ouf. C'était un pays qui m'attirait beaucoup et j'ai beaucoup appris, notamment sur moi-même, comme quoi. Et vraiment, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai appris la langue, etc. là-bas. Et ouais, c'est des voyages qui te perfectionnent et qui vraiment qui te forment, en fait. Psychologiquement que même de ton caractère et tout. Et c'est un très beau voyage parce que j'ai appris beaucoup de choses et c'est là où j'ai appris que ce que je voulais faire, c'est-à-dire l'humour, le contenu, le divertissement. Après voilà, j'ai un peu suivi les cours, mais pas trop non plus parce que ça m'emmerdait. Je parlais pas très bien portugais, j'ai appris le portugais assez rapidement, mais au début je comprenais pas trop. Est-ce que c'est pas ça aussi au final? Étudier l'étude de la vie. Non mais on en parlait un peu en off avant de commencer, mais c'est vrai que en fait, ce que je trouve un peu dommage dans la conception, c'est plutôt la génération de nos parents, mais c'est que vraiment les études sont un peu le seul moyen d'apprendre, où c'était un peu considéré comme la seule formation, vachement je trouve au détriment de l'expérience. Et je sais même pas si tu vois, nos parents ils avaient des stages et tout, donc tu vois c'est un peu venu avec le temps, mais en fait c'est hyper important pour savoir si t'aimes juste. Moi je sais que j'ai des potes, ils ont fait genre 4 stages. Je pense notamment à une de mes meilleures potes, tu vois, elle a fait 4 stages, elle a pas aimé les 4, donc ça l'a déprimé de ouf, mais au moins tu sais ce que tu veux pas faire, tu vois, et du coup elle a pu un peu après s'avouer qu'en fait elle voulait plutôt travailler dans la food, mais que voilà, parce que des années de conditionnement lui ont fait croire que non, c'était pas assez glorieux, tu vois, mais en fait c'est hyper important, et je pense que mine de rien, c'est peut-être l'année où t'as le moins travaillé, et académiquement, mais c'est peut-être l'année où t'as le plus appris sur ce que tu voulais faire dans la vie, quoi. Complètement. J'ai trop appris et quand je suis rentré en France, j'ai fait waouh, j'ai pris une vraie claque, là. Parce que mes potes sont en train de prendre le chemin ils finissent le master, après c'est en entreprise, etc., les carrières, les échelons. Non. Moi, je pouvais pas du tout et j'ai dit, tu sais quoi, merci d'avoir fait ce voyage parce que j'ai beaucoup appris, et notamment sur moi-même. Et quand t'apprends vraiment à te connaître plus toi et quand tu sais où tu veux aller, comment y aller et avec qui aller, tu peux faire ce que tu veux, tous les projets que tu veux entreprendre, tu les fais et ça n'a pas de prix en fait. Donc, ouais, une des meilleures expériences de vie, c'est le voyage, mais après, pas tout le monde peut se le permettre aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question, enfin, ce que tu dis, c'est hyper important. Enfin, Erasmus est fait pour ça d'ailleurs. Ouais. Voyager. Là, c'était en gros payé par la fac. Comment ça marchait? Alors, on m'a trouvé une place à l'université. Après, je payais mon loyer, etc. Mais c'était vraiment l'échange était fait dans. C'est-à-dire que tu payes pas l'université au Brésil? Ouais, je paye pas. Ok. C'était la Sorbonne qui payait. Ok. L'échange bilatéral. C'est pareil, effectivement, genre tu payes pas la scolarité à Queens. Mais d'ailleurs, c'est fou parce que eux, leurs frais de scolarité. Énorme. Ouais. Ah ouais.
Ouais. Ah, mais c'était genre ce que nous, moi, tu vois, j'ai fait une école de commerce, donc c'est déjà cher, Ah tu oui, vois. bien sûr. sûr. Et je remercie mes parents. Mais tu vois, eux, c'est je pense que c'était 3-4 fois le prix de ce qu'on pouvait payer, voire plus, tu vois. Waouh. Et en même temps, après, dans leur campus, c'était un village, quoi. Ouais. Tu sais, t'as la salle de sport, t'as le machin. Ah, tu payes tous les services aussi. Ouais, hein. genre là, il y a plein de services de ouf que nous, on n'avait pas du Toute tout. façon de vivre. Mais putain, c'est colossal, quoi. Et les ça, budgets. c'est vrai qu'on s'en rend pas Berkeley, compte ça en devait France. être, Ouais, dans les frais extrêmement cher, tu vois. nous aussi, dans l'école que j'ai faite, c'est pris en charge. En fait, tu peux aller. Enfin, c'est des partenariats avec l'université, donc tu payes juste Ouais. l'école Et nous, on est dans grave laquelle tu gagnants es. là-dessus. On est grave gagnant, et surtout que, enfin, je tiens quand même aussi à le dire, c'est vrai que, en fait, je comprends, enfin, pour les écoles privées, parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir beaucoup de facs et d'écoles publiques qui sont gratuites où on peut avoir des bourses. Ouais. Mais je trouve que pour les écoles privées, je trouve ça dommage que ce soit pas le système que j'ai eu moi dans mon école, qui est qu'en fait, tu payes en fonction de tes moyens. Et donc, il y a des gens qui ne payent pas leur frais de scolarité, qui ont même des bourses, qui sont même payées. Sciences Po, c'est Ouais, comme ça. Sciences Po Comment fait tu ça. prouves tes moyens? Et ben en fait, les revenus fiscaux de tes parents. Ok. Enfin les revenus annuels quoi, et du coup voilà, t'as ceux qui ont des moyens financent ceux qui en ont moins, et vraiment je trouve que c'est un système smart. Je sais pas pourquoi plus d'écoles privées ne le font pas, tu vois. Ouais, bah dans les écoles de commerce, c'est pas l'esprit, je crois. C'est pas l'esprit, mais c'est fort Ouais. dommage, tu vois. Ouais, l'esprit, c'est plus, fais ton prêt étudiant et débrouille-toi. Endette-toi. quoi. Ouais. Et non mais c'est ça que c'est dingue, parce que tu parlais des frais universitaires aux États-Unis. J'ai appris que Barack Obama a terminé de rembourser ses études 2 ans avant son mandat présidentiel. Puis déjà, tu as un pied dans la vie. C'est incroyable. Des C'est- dettes. Tu mets vraiment 20 ans Ouais. si tu as de la chance à rembourser ton prêt. Et enfin, t'imagines la charge mentale juste dans la vie active avec déjà. Et là, c'est sûr que ce dont on parle, tu vois, ce que tu disais, moi, je sais que je veux faire ça et je sais que je peux entreprendre ce que je veux, enfin, en revenant de ton année d'études. Bah, en fait, je sais pas si t'es aussi libre quand t'as ce prêt dans la tête. C'est pour ça tu qu'ils vois. T'es obligé c'est pour ça de qu'ils ont pas de continuer, potes. C'est pour ça qu'ils ont pas la même. Ils sont là en train de, putain, attends, faut que je rembourse mon prêt. Attends, je ferai pas de plus tard. Attends, laisse-moi rembourser mon prêt, mon gars. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ils ont pas l'espace pour. Et toi, du coup, t'as fini et t'as commencé direct aussi à te consacrer à la Alors, création de contenu. Moi, c'était un peu comme Zoé, sauf que c'est pas mes parents qui me l'ont dit, c'est moi qui l'ai dit à mes parents. Je leur ai Vous avez dit, pas le choix. en gros, tu vois, genre j'avais commencé à faire ma chaîne YouTube, j'étais en stage, et au moment, donc j'ai fini mon mémoire, etc. Ça, c'était l'horreur. Écrire un mémoire, c'est Ah ouais. 80 pages sur un sujet et tout, c'était l'enfer. Et une fois que ça c'était fini, j'ai eu mon diplôme, et là c'était en mode, bon bah il faut trouver le vrai premier taf. Et donc j'ai commencé à passer les entretiens, et je me suis dit, putain, en fait, cette chaîne YouTube là, vraiment, je l'aime bien, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'y mettre 6 mois, 1 an, voir ce que ça donne, et que peut-être faire ça, en fait, tu vois. Peut-être que je peux gagner des sous avec ça, tu sais. Genre, j'en étais en 2014, 2013, tu vois. Donc, vraiment, je voyais mal comment gagner ma vie avec. Mais bon, je me dis, au moins, je pourrais peut-être survivre un peu, quoi. Tu vois, le plus dur, c'est ça, en fait, c'est d'avoir ce raisonnement-là. Ouais. C'est ça le plus compliqué, parce qu'il faut avoir du courage pour se dire, est-ce que j'ai la capacité et le courage de dire, je vais me lancer. Je vais m'y Ouais. mettre. Et c'est ça, c'est ce premier Bah, je pas-là m'étais qui est le déjà plus lancé, important. en fait. Vu que je le Oui, faisais mais en stage. consacrer 6 mois, Et 1 oui, an, voilà, c'est pas après, rien, tu ouais, vois, t'imagines. ouais. Et c'est Bah, plus dur. Bah, c'est C'est là vraiment que, plus encore une fois, tu vois, genre, je remercie, dans l'air, pour le coup, c'était ma daronne, tu vois, genre, elle m'a permis d'être, logé chez elle, elle me nourrissait, etc. Et donc, du coup, moi, j'avais pas de frais, tu vois, j'avais pas de loyer, etc. Donc, je pouvais me concentrer, tu vois, je pouvais ne pas gagner d'argent. Donc, je l'ai fait pendant 1 an, je pense, 6 mois, 1 an, et il a commencé à avoir des indicateurs qui me laissaient croire que, en gros, j'avais pris la bonne décision. Mais je me souviens qu'à un moment où, genre, vraiment, j'avais un problème de thunes et tout. Tous mes potes, tu vois, genre, j'ai fait une école de commerce, donc mes potes avaient des bons jobs dans les bons endroits, etc. Ils commençaient à gagner des thunes et tout. Et genre, moi, Ubisoft me propose un job parce qu'ils avaient été contents de notre taf ensemble et tout, et je refuse, tu vois. Et je me souviens que ma copine de l'époque elle était là en mode, mais Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? mec, genre, Allô? donne-moi une bonne raison pour Redescends, s'il te refuser, tu vois. Et je la comprends de ouf, mais moi j'étais persuadé de mon truc. Et j'étais là genre, mais non, en fait, il me faut un truc à mi-temps. Et donc j'étais vendeur Zara pendant les soldes En enfer. au Galeries Lafayette pendant, ouais, voilà, juste pour... Zara Galerie? ouais, Ah ouais? ouais, un petit corner Zara, ouais. Ah ouais? Sarah exploite des Ouïghours, je me permets de le placer là pour ne pas faire de la pub à Zara. Ouais, t'as raison, c'était il y a longtemps. Ouais, Mais, je ne savais pas à l'époque. Ah oui, exact. Mais c'était vraiment. Ouais. Et t'es genre, pendant l'entretien collectif, t'es là genre, attends, j'ai fait toutes ces études, machin et Ouais. tout, pour arriver là, genre, est-ce que je suis à ma place, tu vois, genre, et tu sais, genre, tu vois les questions qu'on te pose, t'es là genre,
Putain, mais moi, j'étais capable de faire un exposé sur l'armée américaine dans les années 70 en 20 minutes. Tu sais, genre en prépa, c'était ça. Tu sais, t'as d'école, on donne un sujet de ouf. Et genre, t'as 20 minutes pour le préparer comme ça, tu vois. Et donc, t'es là et on me demande, donc si tu fais sur une île déserte, qu'est-ce que tu prendrais avec toi? Trop bizarre la sensation Ouais, t'as de un dire, recul sur... ouais, de se dire, genre, est-ce que je fais pas juste une erreur astronomique, tu vois? Après, la question, c'est aussi, est-ce que, enfin, je sais que j'en parle aussi souvent sur le podcast, mais est-ce que il n'y a pas un moment où il faut remettre en question ce qu'on apprend à l'école? Parce que, franchement, plus j'avance dans le temps, plus je me dis, mais c'est fou quand même, on ne se pose pas les bonnes questions. Je comprends, tu vois, le côté... Quoi, par exemple? Par exemple, personnellement, je trouve qu'il y a un gros manque dans, justement, l'épanouissement personnel. Dans les questions de relation aux autres, dans les questions de qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu aimes, toucher à plus de domaines artistiques, enfin même des trucs un peu plus de bien-être, tu vois. Les cours d'art plastique quand même. Tu m'as eu là. Où chacun faisait son petit dessin. Moi, je me rappelle juste de la perspective. C'est-à-dire, c'était un truc hyper théorique, justement. Et c'était pas du tout, il n'y a pas de créativité. Enfin, tout ce qui va être les soft skills, tu vois. Moi, il n'y avait pas de cours. Art plastique, il y avait pas, on apprenait rien. Ah si, moi j'avais des cours, et justement, c'est ça qui me faisait chier, c'est que c'était des putains de cours d'art plastique, il n'y avait aucun espace à la créativité. C'était à chaque fois, on faisait un dessin. Ah non, nous, c'était alors l'ombre et la lumière, alors la perspective. Ouais. Et c'était. J'aurais préféré presque. Ah bah, ça dépend de ton prof, comme beaucoup de choses à l'école. Mais tu vois, en fait, voilà, le terme que je cherchais, c'était un peu les soft skills. En fait, je sais pas quel terme en français, mais c'est un peu toutes les compétences émotionnelles, je crois qu'on dit, et VS les hard skills, qui sont les compétences pures et dures. Alors c'est super, tu vois, de savoir faire des équations. Moi, j'adore l'histoire, tu vois, là, plein de gens qui disent l'histoire ça sert à rien. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé, mais après, c'est vrai que factuellement, est-ce que ça te sert dans la vie? Je ne sais pas. Et je trouve que ça manque vachement, tu vois, je sais pas, d'art de la négociation, d'apprendre l'éloquence ou juste échanger l'humain, en fait. Même un peu des bases de droit, enfin tout ça. T'imagines le droit, il y a plein de gens qui se lancent dans le droit post-bac, ils n'en ont jamais fait. C'est marrant. On n'a pas au lycée, ou tu vois. Hier, la philo, ça te parle? On en fait qu'en terminale. Pourquoi? Je sais que Frédéric Lenoir, dont je te parlais avant, là j'ai écouté un podcast de lui, il a lancé une école de la philo pour les enfants, parce qu'en fait, j'avoue, c'est des questions donc il faut peut-être se poser quel est le sens de la vie. Et en fait, il disait que comme c'est des questions qu'on se pose pas, où on répond aux enfants, oh tu verras plus tard, en fait tu fais des crises de la cinquantaine parce que t'as toujours pas compris le sens de la vie, tu vois. Ouais. Et je trouve ça hyper dommage. Je suis d'accord là-dessus. Je regardais Clément Viktorovitch hier, je sais pas si vous voyez, donc un professeur d'art, enfin de la rhétorique, etc. Il est d'ailleurs prof à Sciences Po, je crois. Il a été à un moment. Et on le voit dans Click. Enfin, petite parenthèse. Il fait ses chroniques et tout. Ouais. Et donc il disait que, en gros, de la même manière qu'il y a des cours de philo, lui, il aimerait qu'il y ait des cours de rhétorique pour que déjà, enfin pour que ça fasse des citoyens plus éclairés, tu vois, et des citoyens qui soient capables de voir, ok, ce politique là, ce qu'il est en train de faire, c'est il utilise, enfin il fait un sophisme, etc. Et donc il essaie de manipuler, machin. Il est en train de m'entourlouper. Moi, quand j'ai vu que j'ai pas fait d'études après mon bac et tout, je suis arrivée en mode oula, la politique, je connaissais rien, les trucs compta, machin, négociation, je connaissais rien. Et c'est là où, heureusement que mes parents m'ont soutenue, parce que c'est eux un peu qui m'ont appris tout ce qu'on n'avait pas appris en cours. Mais là, je me suis vraiment dit, mais enfin, je m'en fous de savoir faire un truc F de X, non, ça va pas me servir là-dedans. Et alors que les trucs de la vie de base, personne me les avait appris, personne me les avait dit. Et que tu fasses des études ou pas, t'es un peu lâché dans le truc, je trouve, comme ça, en mode débrouille-toi. Tu deviens un adulte. Ouais, c'est ça. Aucun mode d'emploi. Mais en même temps, j'avoue, il y a certaines disciplines où j'aimerais pas que ce soit l'école qui me l'apprenne. Genre, par exemple, donc, tu parlais de développement personnel, etc. Ça implique plein de choses. Mais tu vois, genre, ça me ferait chier qu'il y ait certains trucs où on dise la même chose à tout le monde. Tu vois, parce que, genre, c'est tellement personnel et c'est tellement, genre, on a tellement des méthodes différentes chacun, etc. qu'avoir un discours uniforme avec un programme scolaire. Voilà, un programme scolaire là-dessus. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est aussi, est-ce qu'on remettrait pas en question la façon dont on enseigne? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un peu genre, allez, fermez toutes vos gueules, je vous apprends un truc aujourd'hui, tu vois. Est-ce que ce serait pas un truc un peu plus ouvert? Je sais que bon, après, ça reste pour la petite enfance, mais je sais que Léa, tu vois, de la chaîne Je ne suis pas jolie, son enfant est dans une école, je crois que c'est l'éducation positive, tu vois. Alors c'est pas Montessori, mais c'est dans le genre. Et en fait, c'est vachement, enfin tu vois, ne serait-ce que genre comment tu vas aujourd'hui, genre tu ressens quoi, on en parle, on essaye, enfin tu vois, on refoule pas tes émotions. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle de l'école, hein? J'entends aussi, mais je pense que ça créerait juste des personnes où les relations seraient vachement plus apaisées, où tu te poserais du coup les bonnes questions, parce que, enfin, je sais que moi j'ai mis énormément de temps à identifier si j'aimais quelque chose ou pas. En fait, je le faisais plus en mode mécanique, en mode robot. Ok, je dois avoir de bonnes notes. Bon bah vas-y, je vais travailler pour avoir de bonnes notes. Et jamais je me posais la question comment je me sens par rapport à cette discipline. Est-ce qu'elle me fait sentir bien? Est-ce que j'aime ça?
sont quand même des questions hyper fondamentales, tu vois. J'avoue, je me suis jamais posé la question. Mais tu devrais pas te la poser, tu vois. Bah, je sais pas. Parce que après, te rends compte à 35 ans qu'en fait, t'aimes pas trop la bio, mais qu'en fait, t'étais bon en bio et que. Ah, mais enfin, si tu vois. tu te rends compte que t'aimes pas le truc et qu'en gros, tu te tapes encore des heures et des heures toutes les semaines et que t'en as encore pour 3 ans de scolarité. Franchement, moi, j'étais bien dans mon déni, je pense. D'y aller le matin à 8h, de rentrer le soir et me dire, ouais, j'aime bien. Tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Et après, il y a quand même vachement de gens. Mais je sais pas d'ailleurs si c'était votre cas, parce que là, on parle plus de après le bac, mais genre, comment vous avez vécu même votre scolarité avant? Parce que, bon, toi, t'étais dans le déni. Du coup, on a compris. Tu te disais que t'aimais, tu vois, tu te persuadais que t'aimais. Vous, c'était comment? Est-ce que, genre, c'était. Vous aimiez pas? Parce que je sais qu'il y a quand même vachement de gens qui disent, moi, c'était horrible l'école. Et qui, après, ils réussissent vachement bien, tu vois. Et juste, qui se rendent compte que l'école, c'était pas le système adapté pour leur intelligence, quoi. Moi, j'ai grave bien pris l'école. Enfin, je pense que j'ai pris l'école et la fac et le collège comme alors, c'est pas trop cool à dire, mais comme l'amusement. Ok. J'ai pas pris au sérieux. Parce que j'avais compris dès le départ que j'étais pas fait pour ce système. Du coup, je faisais seulement ce que je savais faire. Je voulais pas vraiment m'adapter. Alors, pas aux gens, mais plus au système, en mode d'avoir des bonnes notes et tout. Et je voyais ça vraiment un amusement, comme un jeu. Je le prenais pas vraiment au sérieux et j'ai pas que légèreté en fait. Et je me suis fait des potes, j'ai fait mes partiels, j'ai fait mes examens. Ça s'est bien passé, mais C'est ça que tu révisais quand même et tout, bah. ouais, j'ai révisé. En fait, j'étais un bon élève, mais je me mettais pas à fond. J'aimais ce que je faisais, mais je le prenais pas au sérieux pour être le meilleur ou par le meilleur note. Tu voyais ça un peu comme un truc à passer, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'on doit passer par là pour pouvoir avoir son bac, pour pouvoir ensuite faire la fac. Donc je me dis, bon, quoi qu'il en coûte, tu dois devoir le faire, donc autant le faire avec un peu de légèreté et d'amusement. Même si j'étais le pitre de la classe et je faisais des blagues tout le temps, j'étais insupportable, intenable. C'est cool que tu en gardes mon souvenir, hein, parce que je sais que j'étais pas le pitre, mais j'avais vachement de mal avec l'autorité. Et du coup, je garde juste un souvenir un peu, tu vois, de l'autorité. Je m'embrouillais tout le temps avec mes profs et mes directeurs. Du coup, j'avais des mots dans le carnet, j'étais collé. Enfin, viré tout le temps. C'est relou, tu vois. T'as autre chose à faire que de venir le samedi matin parce que t'as osé répondre à un prof, tu vois. Enfin, c'est un truc. Moi, le truc de l'autorité, genre, tu fermes ta gueule, c'est moi qui ai 45 ans et donc je te dis ce que t'as à faire. Bah non, en fait, tu vois, si y a un truc que t'as pas respecté quelqu'un ou si pas parce que c'est toi la figure de l'autorité que je dois fermer ma gueule, j'ai vachement de mal avec ça. Moi, j'avoue, moi, j'ai pas de problème avec l'autorité pour le coup. Ouais, moi non plus. Hein. Moi, je faisais mes trucs. Moi, faut rentrer dans le moule, je suis ça. oui, ok. Ouais, c'est ça. Pareil. Par contre, je me suis fait virer plein de cours, etc. Mais c'était plus parce que je faisais des vannes, ce genre de trucs. Mais j'ai pas de problème avec l'autorité pour le coup. T'acceptais le fait de te faire virer, quoi. Ouais. Bye. Et il y a même une prof qui me virait tellement. Des fois, je rentrais, je faisais, je reste un peu ou pas du tout? Est-ce que je pars direct, tu vois? Ouais, moi ça s'est bien passé. Le lycée aussi, j'aimais bien. Bon, j'avais des bonnes notes, mais pareil, je pense que j'étais un peu dans le déni comme toi. Je me disais, bon, bah, je suis là, faut que je le fasse. De toute façon, tout le monde passe par là. Donc, j'avais le truc On en était au mode. premier rang, nous. Ouais, c'est ça. Je notais bien mes cours. Puis j'avais le truc, genre, ouais, faut que j'ai le bac. Je sais pas pourquoi, mais faut que je l'aie, faut que j'aille jusqu'à la fin. Et c'est que, du coup, quand j'ai commencé à me dire, je ne sais pas ce que je vais faire après, je sais pas si j'ai envie de continuer, que je me suis dit, mais je fais ça pour quoi au final? Et c'est là où, du coup, quand mes parents m'ont dit, si tu veux, tu peux faire influenceuse à 100%. Ils m'ont dit, bon, par contre, t'as le bac, avec une mention quand même, vu que on sait pas si, au final, t'auras un diplôme plus tard. Je me suis dit, autant que mon premier diplôme soit bon. Et ça a été un peu mon but pendant toute mon année terminale, quoi. Ouais. Mais sinon, je me suis pas posé de questions. Est-ce que tu as eu la mention? J'ai eu la mention bien. Allez. Donc, je suis plutôt contente. Au rattrapage, moi, c'était horrible. J'ai triché comme un porc. Ah ouais? T'as le droit, c'est passé. Et puis j'ai envie de te dire, on va donner ton bac. Et après, j'allais me dire, bah, au pire, on te l'enlève. Enfin, tu vois, c'est là où on relativise. On peut l'enlever le bac? J'en sais rien. Non, moi, je sais que je suis jamais allée le chercher. Ah ouais? Non, je suis jamais allée le chercher. Je crois, putain. Je crois que t'as pas le droit de repasser un examen. Pas vu, pas pris, pas vu, pas pris. Ouais, voilà. T'as pas le droit de passer d'examen pendant, je sais pas combien d'années, 3 ans? 5 ans. Ouais, 5 ans. c'est chaud, ouais. T'as d'examen. On part passer d'examen. Mais donc le code et tout, ce genre de code Ah de la oui, route. oui. tu vois. Parce que tu t'es fait choper quand t'as triché? Non, même pas. Au rattrapage, en fait, c'est la prof qui me surveille, elle m'a permis de donner l'autorisation de tricher. Elle m'a fait comprendre que vas-y, reprends ton bac et du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire et elle a fermé les yeux, donc pas vu, pas pris, ouais. Ah ouais? C'est gentil quand même, c'est rare. Non, c'est vu, pas pris. Ouais, vu, pas pris. Bien vu, pas pris. Ouais, bien vu, pas pris. C'est ça. Et c'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, vous remettez en question juste l'importance qu'on a accordée aux études? Parce que j'ai l'impression qu'on a toutes quand même, du coup, qu'on a tous et toutes accordé une certaine importance aux études parce que c'est ce qu'on nous disait et parce que, voilà, c'est quand même aussi rassurant. Ou est-ce que vous dites, non, bah moi je comprends la pression qu'on nous a mis, je comprends le fait que, voilà, tu dois parfois faire 5, 6, 7 ans de trucs que t'aimes pas? Je pense que ça dépend des études. Par exemple, si tu es médecin ou je sais pas quoi, il faut quand même que tu aies des bases et quand même c'est important
C'est clair. d'apprendre comment ne pas tuer quelqu'un Ouais. quand tu l'opères. Mais sinon, il y a des métiers où je trouve on te dit, bon, faut passer par là pour y aller, alors qu'au final, tu penses pas forcément, mais il y a plein d'autres chemins. Et quand, par exemple, les gens de mon agence, pendant un moment, je voulais être un peu manager et tout, je leur disais, mais c'est quoi vos études précises? Et la plupart n'ont pas du tout fait le chemin basique en mode études de, je sais pas, marketing, enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais elles sont un peu arrivées là par hasard. Et du coup, parfois, c'est des occasions, c'est des opportunités, c'est des trucs comme ça. Et ça se trouve, moi, je vais tomber dans un métier qui n'a rien à voir parce que j'aurais rencontré une personne et au final, j'aurais pas eu le diplôme que tout le monde a. Et tout à fait. Tu tentes des trucs, tu fais des expériences et après, ça dépend des métiers, encore une fois. C'est vrai que ça dépend des métiers, mais tu parlais de médecine et c'est sûr, tu vois, il y a des métiers, tu peux pas t'improviser médecin et heureusement. Après, c'est vrai que je pense au podcast que j'ai fait avec Charles et Ava qui ont fait des études de médecine et qui ont arrêté parce qu'en fait, ils se sont aussi rendus compte que c'est un rêve qu'on leur avait un peu vendu. Ils se voyaient trop médecins et puis en fait, l'expérience sur le terrain, et c'est pour ça que je trouve que ça n'arrive souvent pas assez tôt. Là, ils ont grave dégoûté. En tout cas, ils ont grave réalisé que c'est pas ce qu'ils voulaient faire et maintenant ils font de la pâtisserie et ils sont hyper épanouis. Mais heureusement, je crois que c'est quand même vachement aussi grâce aux réseaux sociaux où ils ont entendu des gens qui parlaient de leur reconversion, qu'ils ont vu qu'il y avait des gens épanouis qui faisaient ça. Parce que c'est vrai que sinon, si t'as pas de comparaison, c'est là où parfois la comparaison peut être saine, où tu te dis pas, enfin, je pense que c'est un trop gros risque à prendre que d'arrêter tes études de médecine, tu vois. Mais eux, comme ils voyaient des gens qui l'avaient fait, il y avait des émissions comme Le Meilleur Pâtissier et tout, ils se sont dit, en fait, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et je crois que c'est trop chou. Genre, en gros, t'as la copine, donc c'est Ava qui a continué médecine. Charles est allé faire Le Meilleur Pâtissier. Et donc, en gros, c'était si jamais ça se passe mal, au moins t'auras Ava qui sera médecin, tu vois. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ils ont tous les deux arrêté après, tu vois. Et c'est là où aussi, ce qu'on disait un peu aussi tout à l'heure, quand tu disais que toi, t'avais un peu commencé à en parler de tes études. Et toi, tu disais, en fait, moi, j'ai vraiment décidé de m'y consacrer après et de me donner la chance de réussir. Un conseil que j'ai à donner, tu vois, c'est quand même aussi, on ressort de cette conversation des conseils, c'est que le plus possible, essayez de faire des trucs en parallèle de vos études. Vous avez peut-être pas encore trop d'obligations si vous avez la chance de pouvoir faire autre chose à côté qui vous plaît. Parce que, en fait, c'est vrai que ça te permet de donner l'opportunité de marcher dans un secteur que t'aimes, de même tester. Au pire, ça marche pas comme tu veux, au moins t'auras une expérience. Et même après, plus tard, si t'es déjà dans la vie active, d'avoir un petit truc à côté où tu peux en soi développer des projets. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gens qui le font et c'est plus sécure, quoi. De ouf. Et d'ailleurs, tu vois, genre moi, je parlais de ma chaîne YouTube que j'ai commencé en parallèle de mon stage et tout, mais il y avait plein d'autres trucs que j'avais commencé, que j'ai arrêté, ou que tu vois que j'avais testé des choses, etc. Donc, tu vas pas forcément trouver ton truc dès le début, tu vois, genre c'est normal, je te dis, faut essayer des trucs. Et c'est marrant ce que tu disais sur Charles et Ava. Moi, j'ai la même chose avec un pote. On s'était dit la même chose. Lui, il était en agence de com. Moi, je lançais mon truc créatif et tout. Et c'était en mode, si je me foire, tu me ramènes en agence avec toi. Et si je réussis, je te sors de l'agence, tu vois. Waouh. Et donc, du coup, je l'ai sorti de l'agence. Et là, il sort un dessin animé sur Canal qu'il a coécrit et tout, tu vois. Comme quoi. Trouvez-vous des bons potes. Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qu'on retient des études. Et si vous pouviez vous donner un conseil à Cyrus, Bob et Zoé à 18 ans quand ils s'apprêtent à passer le bac, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, le conseil que je donnerais à Bob à 18 ans, c'est mec, garde le jaune, ça te va trop bien. Il me drague là? Ah, j'ai l'impression. C'est moi qui donne des conseils à... Non, moi je l'ai fait son donné interprétation. C'était une vanne. Ok. Il fallait rire. Moi, je dirais essayer de nouvelles choses, se lancer vraiment comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, faire des choses à côté de tes études, se renseigner un peu et toucher à plein de domaines pour faire un peu par élimination un peu ce qu'on aimerait faire et ne pas avoir peur de se lancer, d'entreprendre, de créer. C'est important de pouvoir toucher à tout et de pouvoir se comprendre soi-même, savoir ce qu'on aime pour ensuite anticiper et faire des études en corrélation avec ce qu'on aime et toucher un maximum de choses et tester. Même si on casse la gueule, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu te relèves et c'est cette erreur-là qui va te faire apprendre, donc c'est une bonne erreur finalement. Moi, j'aurais dit achète des bitcoins. Achète la masse de bitcoins, mon pote. T'as pas besoin de travailler, en fait. Tu vois, genre, même sans conseil, je suis assez content de là où je suis là, donc je pense que je dirais juste fais-toi confiance. C'est vrai qu'on manque de confiance en vrai à cet âge-là. Hein. Tu te dis toujours, mais et si, c'est tellement plus facile de voir ce qui pourrait mal se passer que ce qui pourrait bien se passer. C'est le système aussi qui fait comme ça, tu vois. Le système éducatif. On n'est pas souvent encouragé. La peur des autres aussi. Le regard des autres, il est mortel. Ça peut grave Il est mortel, le regard des autres. répercuter sur toi. Bien sûr. Mais après, moi, je suis un peu de l'école où, genre, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, tu vois. Genre, c'est des parcours qui peuvent être très différents.
Mais je pense pas que, tu vois, genre, déjà ce que je faisais en école et tout, et genre le job que j'aurais pu faire, bah, j'aurais été très content de le faire, tu vois. Je sais pas à quel point je suis plus heureux maintenant que ce que j'aurais pu être. Je pense pas que tu vois, nos niveaux de bonheur, soient drastiquement différents, tu vois. C'est quoi faire un bon choix dans les études? C'est avoir un bon job à la fin, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est être épanoui dans ce que tu fais, c'est pouvoir être stable dans ta vie. C'est quoi faire le bon choix, tu vois? C'est clair, et ça, c'est propre à chacun. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes réponses. Et s'il y a quelqu'un, genre son objectif, c'est vraiment faire du bif, bah ok, bah gros, va faire ton bif. Tu en as savoir la sécurité de l'emploi, t'en as qui veulent voyager, connaître des gens, entreprendre. Tout dépend. C'est quoi ta définition du bon choix, en fait? Et en fait, je pense que aussi, ces questions-là dépendent pas forcément de nos études, quoi. Enfin, tu vois, si tu veux faire du bif, oui, les études peuvent aider, mais enfin, pour ne citer que des grands entrepreneurs, pour pas citer de nom, mais qui n'ont pas fait d'études en fait et qui font un max de bif. Juste eu l'idée. Voilà, si c'est des personnes qui veulent être épanouies, ben tu peux être hyper épanoui aussi sans faire forcément d'études. J'en connais plein, dans plein de domaines artistiques notamment. Donc, je pense qu'il faut s'enlever la pression quand même. Moi, c'est un peu le message que je voulais partager. Si t'as envie de faire des études, vas-y, fonce, ça peut apporter plein de choses. Mais ne reste pas dans un secteur qui t'épanouit pas ou ne te force pas à faire des études si tu sais au final que tu veux travailler dans un domaine hyper différent et ne te limite pas parce que t'as fait certaines études. Comme tu l'as dit, en fait, tu peux arriver par des chemins, des rencontres, te remonter les manches dans un domaine qui te fait rêver, quoi. Bah, ce serait ça mon conseil, moi, ce serait vraiment à 18 ans que je prenne confiance en moi et en fait que, ok, je fais pas d'études, mais ça veut pas dire que je suis moins bien que les autres et je me lance dans mon truc à fond. Et il m'a fallu bien 6 mois pour vraiment me dire, ok, ça, je me lance, je suis une entrepreneuse, et de avoir confiance en soi et dans le projet que tu mènes à bien, quoi. Y croire, quoi. Ouais, y croire. Croire à fond. Est-ce que, genre, avant de venir sur cette table ronde et tout, t'avais une sorte d'appréhension parce que tu dis, putain, moi, j'ai pas fait d'études. En vrai, un peu. Enfin, c'est surtout que je me disais, oula, attends, ils vont être hyper cultivés, ils vont dire des trucs de ouf. Et moi, je vais être genre, alors, moi, je n'ai pas fait d'études et tout. Et au final, non. Ça s'est bien passé. Non, mais c'est bien parce que vous n'êtes pas en mode, nous, on a fait des études et tout, et les autres qui n'en ont pas fait, on les regarde du coin de l'œil. Ça change, ça, quand même. Ouais, de plus en plus, mais... Franchement, par rapport à la génération de nos parents, où c'est vrai que ton école, limite, te définissait. Enfin, aujourd'hui, j'en pose même plus la question. Enfin, tu vois, c'est... Il y a tellement de profils différents qui sortent d'écoles différentes. Mais de ouf, de ouf. Moi, je sais que quand j'embauche maintenant, je regarde même plus les CV. En fait, c'est que la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle dégage, c'est sa motivation et des compétences qu'elle a pu acquérir en dehors de ses études, quoi. Moi, c'est juste que j'arrive pas à lire un CV, genre. Tu sais, je suis là, genre, En plus, il y a trop d'infos. Non, mais tu sais, genre, je vois les formations et tout, et je suis là, genre, mais je sais pas à quoi ça correspond. Enfin, je sais pas si cette école est bien, si cette fac est bien, je sais pas les notes que cette personne avait, j'en sais rien, en fait, tu vois. Tu fais comment, du coup? Bah, je fais pas, du coup. C'est pour ça que je suis seul. J'adore. Non, ou du bouche à oreille, ou des trucs comme ça, mais j'avoue, du coup, je galère. Et donc, en fait, bah maintenant, c'est pour ça que je travaille avec des freelances, en fait. Ok. Parce qu'au moins, je juge sur le résultat, tu vois. Oui, voilà, tu veux du concret, quoi. Et si le truc va pas, bon, bah, je change de freelance, tu vois. Et les gens le font de plus en plus. Et est-ce que, au final, les expériences sur un CV ne parlent pas plus que la formation? Enfin, moi, je sais que oui. Comme tu dis, il y a les écoles, on les connaît pas. On sait pas ce que ça veut dire de la personne. Alors que des expériences, bah, si tu te rends compte qu'elle a bossé pour telle start-up, tu vois, ou qu'elle a fait beaucoup d'expériences alors qu'elle est encore jeune, ça veut dire que, clairement, elle a envie de se bouger, tu vois. Même des trucs bénévoles et tout. Enfin, moi, je sais que ça veut grave plus dire sur la personne que les études elles-mêmes. Mais en fait, c'est marrant parce que plus le temps passe et plus je trouve qu'une lettre de motivation, c'est plus fort. En tout cas, j'arrive à juger mieux quelqu'un sur une lettre de motivation que sur un CV. Parce que la lettre de motivation, genre la manière de parler, genre les arguments qui sont mis, etc. Je suis là, genre, ok, je peux direct dire si, un niveau, tu vois, je peux niveler plus facilement. Alors qu'un CV, je peux pas savoir, même sur ton expérience, mais si t'as plein d'expériences, ça se trouve t'étais nul dans tout, tu vois, ou ça se trouve t'étais excellent dans tout. Très difficile. Je trouve ça tellement horrible, lettre de motivation. Ah ouais, mais c'est pour ça, je détestais ça, tu vois. Quand je devais en faire une, j'en ai fait aucune, Et j'étais là en mode, mais attends, je fais déjà mon CV, pourquoi je fais une lettre de motive? Et maintenant, tu vois, genre, de l'autre côté, je par écrit, à dire, prends-moi. Ouais. Tu te vends, quoi. C'est vrai que c'est dur, mais d'un côté, ça monte ta motivation. Mais tu te vends, d'accord, mais en face à face, tu vois, avec des actions, il y a des actes. Mais là, par écrit, tu peux lui dire n'importe quoi, le mec. Tu lui fais croire ce que tu veux. Tu peux un peu mytho. Complètement. Profitez-en. C'est pas fiable. Je l'ai déjà fait. Et si ça paye, écoute, c'est le principal. Hein. Super. Un petit mot de la fin. Quelqu'un veut rajouter à part acheter du Bitcoin? Est-ce qu'on a un autre petit conseil comme ça gratuit à faire passer? Être vraiment sûr de ce qu'on veut et encore une fois se lancer. Se lancer quitte à se casser la gueule, quitte à rater, mais c'est ces erreurs qui vont vous faire apprendre. Je crois que c'est jamais trop tard pour c'est clair, ça c'est hyper important. Dans une autre voie. Si à 40 ans tu veux changer. J'ai vu une vidéo, je sais plus c'est quel média, Brut, Combine, etc. Et t'avais un danseur de ballet d'opéra
qui était vraiment très très chaud. Et il a tout arrêté pour devenir homme de ménage. Il est complètement épanoui dans ça, comme quoi tu vois. Parce qu'il kiffe ranger. Bah, il est fan de ça et il a dit ouais, j'en pouvais plus d'avoir cette pression, etc. C'était ma passion et tout, mais maintenant j'ai trouvé une autre voie, une autre passion qui est de faire le ménage. Du coup, il est homme de ménage et il kiffe de ça. Il a une chaîne YouTube, etc. en plus. Hein. Bah, écoute, je mettrai Le ça changement, dans la le- description, c'est hyper intéressant. Le changement de parcours, danseur à l'Opéra de Paris, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Mais je trouve ça bien qu'il y ait de Oui, plus mais en plus c'est qu'on montre, c'est un bel exemple. Hein. Ouais. enfin, qu'on casse un peu les hiérarchies qui sont créées pour pas grand chose, quoi. Donc, je sais pas si t'as les cités. Non, ouais, Quelqu'un c'était un boxeur, je crois, qui s'appelait Ray Robinson ou un truc comme ça. Et il a cette phrase aussi, tu parlais de faut croire en soi-même et tout. Mhm. Il disait, pour être un champion, il faut croire en soi-même lorsque personne d'autre ne le fait. Bien sûr. Bah Et, ouais. et je me souviens, je l'avais noté dans mon agenda à l'époque. Super bon mot de la fin. Bah, merci Zoé, merci Bob, merci Sirius. Merci à toi. Je mettrai aussi toutes vos chaînes YouTube dans la barre de description, c'est cette caméra, n'est-ce pas, hein? Comme ça, vous pourrez retrouver aussi chacun de ces super intervenants. Et on se dit à très vite pour une toute nouvelle table ronde. Ciao. Bye. À tantôt.